Le championnat malien reprend ses droits et focus sur deux autres pays qualifiés pour la CAN en Égypte. Il s'agit aujourd'hui du Cameroun et de la Côte d'Ivoire, deux sérieux prétendants. Et puis nous avons deux enfants du Cameroun et de la Côte d'Ivoire avec nous sur le plateau. Peut-être, ils vont apporter leurs commentaires précieux à ce sujet. Donc, nos invités, il y a Marie-Noëlle Ligue. Je commence par Madame, directrice de Ligue Lions. Et à ses côtés, il y a Valérie Hébé, spécialiste du football gabonais. Et puis de l'autre côté du plateau, vous allez apercevoir M. Giscard Nono, journaliste de Samedi Sport. Les internautes tout de suite. Toujours Edith avant. Edith Giscard Nono, donc il fallait bien préciser. Quel joueur africain qui vous impressionne en ce moment? Vous n'hésitez pas, vous intervenez toujours sur Africa 24 TV, notre Facebook et puis l'hashtag Africa 24. Le dossier de l'FC. Et c'est tout simplement le championnat malien qui a repris de plus belle après plusieurs mois d'arrêt, 2 ans, car les dernières rencontres remontent, vous le savez, à 2017. Mokhtar Bari. Après l'échec de la rencontre de Zurich devant permettre la résolution de la crise au sein de la FEMAFOOT, la FIFA a défini une feuille de route pour le comité de normalisation. L'interprétation de la résolution du TAS du 15 novembre 2018 qui demandait le retour des 16 clubs de 2015 avait suscité le courroux de 7 clubs montés dans l'élite en 2016. Un consensus autorise les 23 clubs à prendre part à un championnat réparti en 3 poules, dont 2 à Bamako et une à Mopti. Nous qui étions les victimes collatérales de cette sentence des TAS, qui, je le rappelle, n'est pas ni des championnats ni d'élections, nous sommes satisfaits qu'il y ait eu une certaine compréhension des partis autour de notre situation. Nous sommes très satisfaits, que ce soit à 23, que ce soit à 20. Je pense que l'essentiel est de jouer au football. Si tous sont d'accord sur le principe du championnat, la question des clubs mandatés pour le vote de la nouvelle direction de la FEMAFOOT reste une équation à résoudre. Une partie menace de suspendre sa participation si tous les 23 clubs devraient prendre part au vote. Même à 70, pour que la crise soit résolue, nous sommes d'accord. Mais nous ne sommes pas d'accord quand on comprenne ça pour de la faiblesse et qu'on veut violer les statuts et règlements de la FEMAFOOT. C'est ce qu'on vous a dit là. On peut être ouvert et ferme. Nous avons toujours été fermes quant au respect des statuts et règlements de la FEMAFOOT. Et nous ne bougerons pas des yotailles par rapport à ça. Nous l'avons répété là-bas, nous le répéterons ici. La reprise du championnat devrait permettre aux acteurs du ballon rond de retrouver les pelouses et les gradins des stades après 2 ans de sévrage. Edith Giscard Nono, le Mali mérite des circonstances atténuantes parce qu'il y a eu beaucoup de problèmes de guérilla dans le nord du pays. Donc c'est peut-être qui a bloqué un peu le championnat. Il ne fallait pas faire n'importe quoi, mais c'est dommage que ça s'est arrêté pendant aussi longtemps. C'est politique ou administratif? Je pense qu'il y a des deux. Ouais. 2 ans, quand on est passionné de foot, à l'arrêt comme ça, c'est vraiment pas évident. Je me demande encore comment les sélections jeunes du Mali parviennent à être ici à de tels niveaux qu'on peut voir durant les compétitions de jeunes internationales. C'est peut-être la preuve que même si le championnat d'élite n'a pas eu lieu, peut-être, je dis bien peut-être, je parle au conditionnel, peut-être le championnat jeune se déroulait. Parce que sinon, je n'arrive toujours pas à comprendre. C'est vrai que la sélection malienne, la sélection première, elle est qualifiée pour la Coupe d'Afrique. Mais néanmoins, il faut aussi reconnaître que la majorité des joueurs, si ce n'est la totalité, ce sont des footballeurs qui jouent, c'est la diaspora. C'est-à-dire que voilà, qui n'a pas de conséquences immédiates sur le football qui se déroule localement. Oui, Marie-Noëlle, vous avez fait un ouf, vous étiez surprise justement que ça soit arrêté depuis 2 ans, ce championnat? Oui, 2 ans, c'est énorme. Même pour un joueur, arrêter 1 mois, déjà, c'est quelque chose qui reprenne tout son travail physique et psychologique aussi. Donc 2 ans d'arrêt. Après, il faut dire qu'au niveau du contexte du pays, avec tous les problèmes de terrorisme et de petites guérillas, comme vous l'avez annoncé plus tôt, c'est vrai que c'est compliqué et j'espère que cette reprise, elle continuera sans coupure. Vraiment, pour le football, c'est important. C'est ce que vous souhaitez aussi, Valérie, j'imagine. Hein? Oui, mais déjà... Qu'il n'y a plus d'interruption. Déjà qu'il y ait une sortie de crise ou une possibilité de sortie de crise, c'est salutaire. Maintenant, pour revenir un peu à ce que Giscard disait, c'est-à-dire que je pense que puisque c'est ouvert, notamment au niveau des sélections nationales, l'apport des joueurs expatriés, je crois que c'est ce qui fait en sorte que le Mali, qui a une énorme diaspora
répandue dans plusieurs pays en Europe, notamment au niveau des jeunes, puissent compter sur cet apport-là pour pouvoir renforcer les rangs de leurs équipes nationales. Et c'est ce qui certainement explique le fait qu'ils soient aussi compétitifs. Mais il n'en demeure pas moins que la sortie de crise, la reprise du championnat, ce sont des nouvelles qui sont salutaires et qui sont les bienvenues pour redorer le blason du football malien. Exactement. Et nous poursuivons notre focus, notre zoom en quelque sorte sur les équipes qualifiées pour la CAN 2017 après l'Afrique du Sud, l'Algérie, l'Angola. Nous avons oublié le Burundi, mais ce sera pour la prochaine fois parce que c'est par ordre alphabétique. Nous allons aussi parler du Bénin. Aujourd'hui, place au Cameroun et à la Côte d'Ivoire. D'abord, le Cameroun. Ils sont champions d'Afrique en titre. Après plusieurs années de disette, le Cameroun a prouvé au reste du monde qu'il reste un leader incontournable du football africain. Pour cette nouvelle Coupe d'Afrique des Nations, les poulains de Clarence Seedorf vont devoir batailler dur pour préserver leur titre de champion. Alors qu'ils étaient qualifiés d'office, les Lions indomptables ont dû passer par une phase éliminatoire contre les Comores après le retrait par la CAF de leur titre d'organisateur. Le Cameroun n'était pas prêt pour accueillir la compétition, avait déclaré la Confédération africaine de football. La phase éliminatoire s'est plutôt bien déroulée pour les Lions, qui l'ont emporté 3-0 contre les Comores. En juin 2019, le premier défi va sans doute se jouer dans la poule F avec des équipes tout aussi compétitives comme le Ghana, le Bénin et la Guinée-Bissau. 2 ans après, le groupe n'est plus le même, mais le Cameroun peut toujours compter sur des pionniers comme Christian Bassogog, Gade Michael ou encore Fabrice Ondoa. Et bien sûr, Ange Bijou Noménio a cité certains joueurs. Nous allons voir en image, tout d'abord, l'entraîneur, avant de retrouver bien sûr Edith Giscard-Nono, Clarence Seedorf, qui est l'entraîneur, André Onana, le grand gardien de l'Ajax, qui fait un travail extraordinaire, regardez-le, en détente. Il y a aussi Karl Toko Ekambi, qui joue à Villarreal, Stéphane Baorken, on l'oublie souvent, mais il a fait un gros travail à Strasbourg. Maintenant, il joue à Angers. Christian Bassogog, que je ne vous présente plus. Et puis Clinton NJ de l'OM. Monsieur Giscard-Nono, Edith Giscard-Nono. Je ne sais pas si vous faites esprit d'oublier la star, une des stars de l'équipe nationale du Cameroun, Maxime Choupo-Moting. Mais non, mais on va en parler longuement. Okay, mais elle est impressionnante, cette équipe camerounaise. Impressionnante, non, j'y crois pas. C'est une bonne équipe. Il y a un nouveau staff qui est arrivé. Et il y a une nouvelle dynamique, il y a de nouvelles bases. Et cette équipe espère, pourquoi pas, reconquérir à nouveau, ou du moins conserver son titre. Mais bon, personnellement, au vu de ce que j'ai constaté quand j'étais en déplacement dans la zone du Maghreb, notamment avec le 12e homme, je crois que la CAN, sur mon point de vue personnel, restera au Maghreb parce que les équipes subsahariennes n'ont pas la capacité de déplacer ce 12e homme qui va... Où se situe le problème? Entraîneur ou joueur? Non. Parce que quand même, lorsqu'on voit les noms là... Vous savez, le football, c'est pas sur le papier. Les meilleures équipes en Afrique, lors des grandes compétitions, notamment, vous allez voir une équipe comme l'Égypte, qui tient très bien, mais vous connaissez le maximum de 3 joueurs. Pourtant, c'est tout le bloc qui tient. Parce que la majorité des joueurs, déjà, jouent localement. Ils n'ont pas ce besoin de s'expatrier. C'est vrai que dans le cas du Cameroun, ils sont tous, pour la plupart, à l'extérieur. Mais néanmoins, il faut plus que ça pour pouvoir espérer obtenir, gagner un titre majeur, comme notamment celui de la CAN espéré en 2019. Nous allons retrouver les autres invités dans quelques instants, mais nous allons aller très vite parce qu'il y a aussi la Côte d'Ivoire. Et justement, la présentation d'Ange Bijou Noménio, nous allons voir si la Côte d'Ivoire présente aussi des caractéristiques pour remporter cette CAN. Regardez le sujet d'abord. Champions d'Afrique en 2015, les éléphants de Côte d'Ivoire n'avaient pas brillé lors de la CAN 2017 jouée au Gabon et remportée par le Cameroun. L'équipe s'est quelque peu affaiblie avec le départ des joueurs comme Yaya Touré et Cheikh Tioté décédés en juin 2017 suite à une crise cardiaque. Sous la houlette d'Ibrahima Kamara, les éléphants de Côte d'Ivoire ont petit à petit repris confiance pour donner de l'élan à leur équipe.
Le groupe a eu un parcours assez timide au début des phases éliminatoires, mais il a su revenir dans la compétition en imposant un système de jeu basé sur la technique et la rapidité de ses attaques. Logé dans le groupe D, la Côte d'Ivoire va devoir affronter le Maroc en juin 2019. Les éléphants s'étaient fait éliminer par les Lions de l'Atlas lors de la CAN 2017 au Gabon. Pour le reste de la compétition, il va falloir en découdre aussi avec la Namibie et l'Afrique du Sud. Alors, Marie-Noël, regardez, on ne fait pas beaucoup confiance aux entraîneurs africains, mais il y a un qui fait un gros travail, c'est Ibrahim Kamara, l'entraîneur de la sélection actuellement, et avec des joueurs comme Lamine Koné, Serge Aurier, Eric Bailly, nous allons voir en image, Marcel Cornet, il y a aussi Nicolas Pépé et Max-Alain Gradel. Vous y croyez, vous, Marie-Noël? Moi, je suis une éternelle optimiste. Ouais. Donc, moi, je suis d'origine donc de la Côte d'Ivoire. Hein. Ouais. Et moi, j'y crois. Peut-être que on va décrocher cette 3e étoile. On l'a déjà fait. Ce sera face au Cameroun, vous croyez? Peut-être. Peut-être. Voilà, comme notre collègue nous le disait tout à l'heure, c'est vrai que l'Égypte, ça se joue chez eux. Ils ont un vrai bloc. C'est une équipe qui est unie, qui sait comment gagner. Voilà, nous, on a des stars ou des très bons joueurs qui jouent un petit peu partout en Europe. Après, c'est vrai qu'en sélection, c'est autre chose. À voir maintenant si cette 3e étoile, on peut la décrocher ou pas. Mais en tout cas, moi, je supporte. Je suis une supportrice, donc j'y crois. Voilà. OK. Il nous reste à peine 4 minutes. Valérie et B, si vous voulez apporter un petit mot sur ces 2 sélections, ça va être rapide. Et puis après ça, nous allons écouter votre déclaration. Parce que vous avez un appel à lancer. Un appel important. D'accord. Ouais. Alors allez-y très vite parce qu'il nous reste très rapidement, je pense que c'est vrai que c'est difficile de gagner une Coupe d'Afrique à l'extérieur et notamment en Afrique du Nord, mais je rappellerai quand même à Giscard qu'en 88, si mes souvenirs sont exacts, le Cameroun l'avait déjà fait au Maroc. Ça fait plus de 22 ans quand même, non? Il n'y a jamais de centraux. Donc c'est possible. Moi je le souhaite, je l'espère. C'est dans le domaine du possible. Comme la France qui a gagné 20 ans après. Voilà, donc je pense également que la Côte d'Ivoire a le potentiel pour pouvoir titiller les meilleurs dans cette compétition, pour peu que toutes ces individualités, que tous ces grands joueurs regardent vers la même direction, aient un esprit d'équipe irréprochable qu'ils ont eu en 2015 et que finalement tout le monde veuille dans un même objectif aller chercher la victoire. C'est possible. Et il faut y a d'autres équipes également qui nourrissent cette ambition-là. Ouais, et j'ai envie de voir les Sadio Mané, les Mohamed Salah, tout ça. Alors, Valérie, si vous êtes sur le plateau ce lundi 22, c'est pour nous annoncer une nouvelle. C'est un appel que vous lancez. C'est très important. Alors, on vous écoute. Bon, disons que ce n'est pas un appel. C'est qu'au sortir de l'élimination du Gabon par le Burundi, donc on ne sera malheureusement pas du voyage chez les pharaons. Donc il y a eu, au niveau des instances sportives politiques au Gabon, une espèce de remise à plat des choses. Donc la Fédération gabonaise de football, dans ce cadre-là, a lancé un appel à candidature au niveau du sélectionneur national et de la direction technique nationale, donc du DTN. Et c'est par rapport à cela que j'ai candidaté au niveau de la direction technique nationale. Donc j'ai envoyé mon dossier et donc je suis candidat au poste de directeur technique national à la Fédération gabonaise de football. Vous savez que c'est un rôle très très important. C'est un rôle de grand technicien. Est-ce que vous vous sentez, vous avez été un ancien footballeur pro, donc je n'ai aucun doute, mais est-ce que vous vous sentez, vous avez la carapace pour prendre ce poste? Je pense très modestement que les références qui sont exigées au poste de DTN sont en adéquation avec mon profil, le projet, l'offre que je fais à ce niveau-là et mes ambitions personnelles. Je suis du genre... Si je ne suis pas capable de faire quelque chose, je ne vais pas m'y engager. Quelles sont vos priorités, Valérie? Mes priorités, dans l'offre que je propose, c'est d'abord de faire un audit de notre football. On en a besoin. Vous savez que avant d'accéder à une maison, on fait un état des lieux. Il faut que cet état des lieux soit fait
pour que nous puissions savoir, pour que je puisse avoir tous les éléments de réponse pour proposer justement un projet qui tienne compte des réalités exprimées sur le terrain. Ensuite, c'est de structurer cette DTN en la dotant de textes réglementaires qui vont régir son organisation, sa composition et son fonctionnement. En plus de cela, bien évidemment, un programme d'activité va être également proposé sur la durée de mon contrat, qui je crois est de 4 ans, si je suis évidemment retenu, et puis un plan d'action annuel et le budget relatif à la mise en œuvre justement de ces actions. Et ça dépendra de quoi votre nomination? Ça dépendra de qui, pardon? Ben, écoutez, il y a un jury qui a été mis en place pour examiner déjà la conformité en fonction des critères qui ont été demandés de tous les dossiers. Donc j'espère que mon dossier où j'ai envoyé quand même tout ce qui avait été demandé sera retenu. Et puis certainement, les décideurs que sont la Fédération et le ministère des Sports vont, n'est-ce pas, statuer sur les nombreux candidats ou ceux qui se sont portés candidats, n'est-ce pas, à ce poste. Vous êtes quelqu'un d'expérience, vous avez travaillé dans des ministères, vous avez travaillé auprès de certains ministres et vous connaissez bien certains dossiers. Donc vous vous sentez vraiment apte à prendre ce poste en main. Oui, pour mener à bien le football gabonais. Tout à fait. Je crois que j'ai d'abord été également, il faut le souligner, directeur technique national adjoint. Mais vous savez que lorsque vous êtes adjoint et pas titulaire, vous ne faites qu'accompagner ou suppléer quand le besoin se fait sentir le titulaire. Donc maintenant, aujourd'hui, avec les formations que j'ai passées dans l'encadrement des jeunes, dans le management du sport et la communication avec les partenaires, je crois que je suis outillé pour pouvoir répondre aux attentes de toutes les parties. Fédération, ministère des Sports, clubs, joueurs, éducateurs, comme je l'ai dit, en proposant une offre qui va répondre aux attentes de toutes ces parties-là. Je prendrai un exemple. Aujourd'hui, c'est rapidement. Très rapidement, merci. C'est qu'il faut redynamiser le football des jeunes à travers plusieurs formes de football qu'il faut proposer dans les écoles, dans les quartiers, l'accompagnement des clubs, la formation des éducateurs. Donc, tous ces éléments, je vais les mettre en œuvre, mais comme je l'ai dit, au préalable, il va falloir qu'on fasse un audit pour avoir véritablement les éléments d'appréciation. Ok, Valérie, merci. Le temps qui nous était imparti est écoulé. On remet l'antenne, on se retrouve tout à l'heure pour la troisième partie. À tout de suite.